Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le point sur mes lectures du mois de juillet. Et il y en a eu pas mal puisque nous sommes à 10 livres lus sur le mois de juillet avec quelques BD et un manga, donc c'est parti. Je commence comme toujours par les BD et j'ai donc lu les tomes 4, 5 et 6 de Emma et Capucine de Jérôme Hamon et Léna Sayafoum, publiés chez Dargo. Je vous ai présenté ces BD la semaine dernière dans le book haul puisque je les ai achetés aussi ce mois-ci. Ici on suit donc Emma et Capucine qui sont deux sœurs et qui rêvent d'entrer à l'Opéra de Paris ensemble au conservatoire de danse classique et où tout ne va pas se passer comme prévu. Évidemment, sinon ce serait trop facile. Ici, c'est donc les 3 derniers tomes sortis à ce jour puisque après lecture, j'ai découvert qu'il y avait bien un tome 7 qui était prévu et qui arriverait en fin d'année, malgré le fait que le tome 6 soit sorti il y a déjà plusieurs années. Étant donné que pour moi le 6 était le dernier tome, j'ai trouvé que c'était un peu étrange la façon dont tout ça se finissait puisque on reste sur des gros points d'interrogation, même des très gros points d'interrogation, donc je trouvais ça étrange. Je suis rassurée maintenant que je sais qu'un tome 7 est prévu. Pour moi ce sont vraiment des très bonnes BD puisque c'est vraiment sympa de faire découvrir la danse et toutes les valeurs qu'il y a autour de la danse, mais aussi autour de l'amitié, du partage, de la famille, etc. pour les plus jeunes, puisqu'on est vraiment sur de la BD jeunesse. On a des très belles planches qui sont colorées tout au long des trois tomes juste ici. Après, au niveau de l'histoire, j'avoue avoir préféré plutôt les 3 premiers tomes qui étaient beaucoup plus axés sur la danse en tant que telle que ceux-là. Là, on s'éloigne un peu, on est plus sur le côté tranche de vie, on va dire, qui prend le dessus, plus que le côté vraiment purement danse qui était très présent sur les premiers tomes et que moi, j'avoue, aimais beaucoup. Malgré tout, on est sur une très bonne BD qui est franchement sympa à lire et qui donne quand même des good vibes. Celle-ci était vraiment super sympa. Donc voilà, ça reste des très belles BD à découvrir pour les plus jeunes. J'ai donc également lu un manga et il s'agit du tome 11 de Shadows House de Somato publié chez Glénat. Évidemment, aussitôt sorti, aussitôt lu. Je vous l'ai aussi présenté du coup dans le book haul de la semaine dernière. Donc dans la saga Shadows House, on suit des nobles, une famille de nobles. Donc les Shadows, ce sont des ombres tout simplement, des personnages noirs qui vivent donc dans le manoir des Shadows et chaque ombre en fait est accompagnée de sa poupée vivante qui n'est autre qu'un humain normal. Et voilà, il y a une sorte de dualité qui est créée entre chaque ombre et chaque poupée vivante. Et on va essayer de comprendre ce fonctionnement dans le manoir, quelle est la différence entre les enfants, les adultes, etc. Et comment tout ça se passe réellement. C'est un manga que j'adore depuis le premier tome, j'ai craqué sur l'univers du début. Et donc je les dévore à chaque sortie puisque je n'ai qu'une hâte, c'est de savoir, j'ai envie d'avancer. Ils sont toujours un peu trop courts à mon goût puisque j'aimerais tout dévorer d'un coup. Ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment une évolution dans les personnages, que ce soit les personnages plus secondaires, mais aussi dans les personnages forcément principaux. On les voit vraiment évoluer depuis le premier tome jusqu'à maintenant, c'est impressionnant. Et c'est vrai que des fois dans les mangas c'est un peu compliqué de voir l'évolution puisqu'on n'arrive pas trop à savoir le temps qui passe, etc. Et dans ce tome là, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'on en apprend beaucoup plus sur le fonctionnement du manoir, du coup plutôt des adultes, puisque d'habitude on est plutôt focus sur les enfants, là on était plus sur les adultes, donc ça change, ça nous permet de découvrir d'autres petits éléments et on sent que voilà, on s'approche doucement de la fin et que toutes nos questions vont avoir leur réponse. Donc j'ai hâte déjà d'avoir le tome 12 et de connaître le fin mot de l'histoire. On passe ensuite au roman et j'ai donc commencé le mois de juillet en lisant le tome 1 donc du Monde secret de Sombreterre, le clan perdu de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. C'est un petit roman jeunesse que j'ai acheté durant mes vacances et qui du coup me faisait tellement envie que j'ai lu dans la foulée. Ici on suit donc Victor qui est un enfant orphelin qui a été adopté par une famille lambda, j'ai envie de dire, et qui va faire la rencontre de Alina qui vient elle en fait d'un autre monde et qui va venir et qui va lui dire bah oui en fait tu sais t'es pas normal, tout ça. Donc c'est du classique mais en même temps ça fonctionne à merveille.
Ce premier tome, il est quand même ultra introductif. On sent qu'on est sur du jeunesse. C'est une saga, il me semble, en 3 tomes. Donc j'ai quand même hâte de voir comment tout ça va évoluer. Donc voilà, là on est vraiment sur un premier tome introductif. J'ai hâte de découvrir donc ce monde secret de Sombre Terre, dont on entend parler pour le moment, mais dont on n'a pas encore vu grand chose. Mais voilà, c'est un petit jeunesse ultra sympa si, si on aime le fantasy fantastique. Dès 8-10 ans, ça passe complètement. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, j'ai hâte d'avoir la suite. J'ai ensuite enchaîné mes lectures avec une relecture cette fois et de Terrienne, donc de Jean-Claude Mourleva, publié chez Gallimard. C'est un livre que j'ai découvert au collège, je saurais plus dire en quelle classe, peut-être 5e, mais voilà, c'est un livre que j'ai découvert grâce à une prof de français qui était super, qui nous laissait choisir les livres qu'on voulait lire parmi une sélection. Donc déjà là, à partir de là, ça pouvait être que cool. Et donc j'avais découvert celui-ci qui avait été un gros coup de cœur. Je me souviens avoir adoré ma lecture, mais en fait quand j'y repense, j'avais quelques petits flashs mais très peu de souvenirs et j'avais très envie de faire l'expérience de relire justement ce livre et de le redécouvrir du coup avec un œil nouveau puisque j'ai presque 10 ans de plus que l'époque à laquelle j'ai lu celui-ci pour la première fois, donc c'est quand même fou. Et je voulais voir s'il y avait une deuxième lecture en fait à en faire parce que des souvenirs que j'avais, c'était possible. Et ça a été une relecture ultra agréable. Donc ici on suit Anne qui est à la recherche de sa grande sœur qui a disparu subitement du jour au lendemain. Et donc elle va découvrir en la cherchant un univers parallèle, un monde parallèle à notre Terre. Un monde un peu particulier puisque là-bas les gens ne respirent pas notamment. Mais il y a pas mal de choses qui sont changeantes par rapport à notre monde. Et donc pour elle c'est ultra dangereux puisque ce qui fait la particularité d'une terrienne, c'est sa respiration. Et c'est difficile à cacher ce genre de choses quand tout le monde autour de soi ne respire pas. Ce qui a été vraiment drôle pour moi dans cette relecture, c'est que de prime abord, cet univers parallèle nous semble un peu magnifique, un peu utopique. Tout est propre, tout est blanc, minimaliste, pas de microbes, enfin voilà. Il y a vraiment une question au début, de prime abord, on se dit il y a quelque chose d'assez libre, voilà, vraiment ça vend du rêve. Et rapidement on va se rendre compte que finalement, derrière cette façade, il y a quelque chose de vraiment moche. Et donc on va se faire prendre au jeu en fait, d'essayer de comprendre comment tout ça peut être aussi moche, peut être aussi horrible derrière quelque chose qui semble être si beau. Et bah, ça reste une belle morale et on est rapidement pris dans l'histoire. On s'attache au personnage mais à fond. Et pour le coup, Jean-Claude Mourleva n'a pas froid aux yeux quant à ses personnages, il n'hésite pas à les faire souffrir malgré nos sentiments. Mais voilà, c'est une histoire que j'ai adoré redécouvrir. Je n'ai peut-être pas apprécié autant que sur ma première lecture puisque depuis j'ai lu des centaines de livres. Mais malgré tout, pour moi, ça reste une très très bonne lecture dans laquelle j'ai été complètement happée, que j'ai adoré et que j'ai de nouveau dévoré. Et je suis trop contente de l'avoir relu et d'avoir redécouvert cet univers qui m'a vraiment lancée dans la lecture, on va dire, plutôt young adulte. Donc voilà, c'est une superbe découverte. Et si vous connaissez pas Terrienne et que vous ne l'avez jamais lu, et bien foncez. J'ai continué ce mois de juillet avec la lecture du tome 1 de Hunger Games, donc de Susan Collins, publié chez Pocket Jeunesse. J'ai découvert du coup, oui, découvert le premier tome d'Hunger Games grâce à ma copine Amy, donc Little Bookbinder, qui a organisé une lecture commune sur son compte et qui prévoit aussi d'organiser des lectures communes pour les autres tomes, donc n'hésitez pas à les regarder sur son compte si vous êtes intéressés. L'idée c'est de relire ou lire toute la série Hunger Games avant la sortie du prochain film. J'ai donc découvert ce tome 1, je suis une grande fan des films, je pourrais les regarder 2 fois par an sans souci, voire peut-être même le double. Et j'ai été agréablement surprise de voir à quel point le livre et le film étaient quasiment identiques. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des similitudes entre des films et des livres, mais toujours quand même, on sent que voilà, il y a une certaine différence, il y a quand même des points qui sont jamais
mis en avant dans les films alors que c'est des choses qui nous ont bouleversés dans les livres. Et bah, j'ai été surprise puisque ici pour le coup j'ai pas vraiment eu cette impression. Je pense que j'ai vraiment pu me refaire tout le film en suivant le livre et ne rien manquer finalement, ou quasiment rien, plutôt des petites scènes de détails. Et ce que j'ai apprécié, c'est que ici, donc, dans Hunger Games, sur le livre, on est vraiment en position d'être Katniss, donc ce qui n'est pas faisable dans le film, on est obligé d'avoir un point de vue un peu plus omniscient. Ici, on est vraiment centré sur Katniss, sur ses pensées, sur sa façon de voir cet événement, de voir toutes ces choses. Et du coup, ça nous permet d'avoir une deuxième lecture en fait de cet univers, une deuxième découverte de cet univers. Et il faut que je me refasse le film, puisqu'il y a des petits détails qu'on découvre dans le livre qui n'existent pas dans le film, mais où je me demande si des allusions n'y sont pas faites sans que ce soit explicité pour que les lecteurs le retrouvent. Donc voilà, j'ai très envie de redécouvrir pour voir si les réalisateurs du film avaient pensé à ça. Mais pour moi ça a été une très belle lecture, une très belle découverte. Et les jeux qui sont déjà horribles à la télé, enfin, dans le film qu'on trouve affreux, en fait j'ai vraiment eu encore plus ce sentiment d'injustice et de jeu horrible en lisant du point de vue de Katniss, puisque vraiment on est dans sa tête et donc je pense que ça augmente justement ce côté horrible et injuste. Donc voilà, une très bonne découverte. Si vous aimez les films, bah, vous pouvez foncer, vous ne serez pas déçus du livre, ça c'est sûr. J'ai enchaîné par la suite avec Conversion de Catherine Rowe, publié chez Albin Michel. Alors c'est un livre que j'avais jamais vu passer, dont j'avais jamais rien entendu. J'y suis allée un peu à l'aveugle. Ici, on va suivre deux époques différentes, mais au même endroit. Donc tout d'abord, donc en 2012, on va suivre une école privée de filles où va se passer un truc un peu chelou, une sorte d'épidémie étrange où toutes les filles, ou en tout cas une grande partie des filles, vont se mettre à convulser, vont avoir des symptômes chelous, voilà, un truc bizarre. Et ça va se développer en fait. Au début une fille, puis deux, puis trois, puis six. Voilà, jusqu'à ce que l'école entière presque soit contaminée, j'ai envie de dire. Et donc il y a un certain mystère puisque les médecins n'arrivent pas à mettre la main sur ce qui expliquerait ça. Et en parallèle, on va suivre tous les procès de sorcières puisque on se trouve en fait à Salem. Donc l'école est dans la même ville que les procès de sorcières de Salem. Ils ont juste renommé en fait la ville. Et donc on se demande dans quelle mesure il n'y aurait pas un lien entre cette école construite au-dessus de toutes ces sorcières qui ont été brûlées, accusées, etc. à l'époque de Salem en fait. Et on va donc se faire retourner le cerveau clairement. On va comprendre, en tout cas je pense que c'est largement romancé, mais qu'est-ce qui a été la cause de ces procès de ces sorcières de Salem et comment on peut le rattacher à cette épidémie qui a lieu en fait en 2012, des dizaines, centaines d'années plus tard, dans cette école construite au même endroit. Alors c'est une histoire qui est inspirée de faits réels, ça c'est sûr, donc il y a vraiment une espèce d'épidémie comme ça en 2012 dans une école aux États-Unis. Je ne sais pas si l'explication dans la vie réelle est la même que l'explication dans le livre, mais voilà, c'est inspiré de faits réels de base. Dans tous les cas, je m'attendais à rien, je me suis fait retourner le cerveau, j'ai été ultra addict à ce livre, ça a été impressionnant. Il y a des soirs où j'arrivais pas à m'arrêter, c'est en voyant l'heure que je me suis dit oh, comme ça. Mais je pensais pas être prise autant dans le truc et en fait je pouvais plus lâcher le bouquin, c'était impressionnant. J'ai bien aimé la morale de l'histoire sur la fin, que je ne vous dirai pas puisque je risque de vous spoiler tout le roman, mais la morale est tellement vraie et tellement applicable dans la vraie vie, mais on l'oublie beaucoup trop souvent et du coup j'ai bien aimé ce petit rappel, cette petite pique de bah oui en fait on le sait tous et pourtant on n'y pense pas. Et donc voilà, une très très bonne lecture. J'ai bien aimé le parallèle avec les sorcières de Salem et cette explication entre guillemets à ces accusations.
Et c'est une très bonne lecture dont on devrait peut-être voir un peu plus passer puisque c'est vraiment sympa, même si le livre est vieux, c'est une très bonne lecture. J'ai ensuite enchaîné avec une deuxième relecture qui date aussi du collège. Il s'agit de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Donc là c'est une édition du livre de poche mais il y en a des dizaines. C'est un livre que j'avais dû lire de façon obligatoire au collège et j'avais plutôt un bon souvenir de cette lecture. Autant vous dire que ce n'est plus du tout le cas. Ici, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Jim et qui à l'origine est fils d'un tavernier et qui va se retrouver dans une quête pour aller chercher un trésor de pirates avec des gens un peu tous différents. On se demande bien ce qu'ils font tous ensemble finalement. Alors déjà ça a été un peu particulier parce qu'en fait j'ai commencé ma lecture et je me suis rendu compte en démarrant celui-ci que l'année dernière en fait j'ai lu une réécriture, une réadaptation en BD de la même histoire en fait. Je me souvenais plus du tout tellement ça m'a très peu marqué. Mais en relisant ça m'a remémoré l'histoire que j'ai lue du coup il y a même pas un an. Donc le début a été un peu lourd puisque c'est quelque chose que j'avais déjà relu il y a un an. Mais passé ce cap là du coup j'ai vraiment tout redécouvert. J'ai trouvé que c'était franchement long, franchement flou. Il y a des moments où on comprend pas ce qu'on nous raconte, les phrases sont ultra alambiquées, ce qui fait qu'en fait faut la relire 3 fois pour essayer de comprendre ce qui devait être dit. J'ai trouvé que c'était vraiment pas ce qu'il y avait de plus accessible. Je sais pas pourquoi on s'entête à nous faire lire ça à l'école alors que franchement il y a 1000 fois mieux. Parce que c'est vraiment pas du tout une plume accessible pour les plus jeunes. Surtout pour les plus jeunes qui n'aiment pas lire. Franchement ça envoie pas du rêve du tout. J'ai pas trouvé l'histoire folichonne. Les personnages comme je le disais, on se demande comment tout le monde réussit à se réunir et à créer un équipage avec, bah voilà, autant j'adore les retournements de situation, etc. Autant là, je sais même pas si on peut appeler ça comme ça, tellement c'est prévisible de chez prévisible. Donc j'avoue avoir été franchement déçue par cette relecture et ça ne fait que confirmer que les programmes scolaires ne sont clairement pas du tout adaptés pour les enfants, pour les jeunes clairement, parce que ce soit celui-ci ou L'île du crâne que j'ai relu en début d'année, bah c'est des lectures qui étaient obligatoires en tout cas à mon époque. Je sais pas si elles sont toujours obligatoires dans les programmes, mais en tout cas quand moi j'étais au collège c'était des lectures obligatoires et franchement les deux sont nuls de chez nuls. Donc je trouve ça dommage qu'on impose ça comme lecture aux jeunes et que voilà, ça donne une mauvaise image de la lecture clairement. Donc voilà, si vous avez eu la chance de passer à travers le filet à l'école, bah ne vous faites pas du mal. Dernière lecture de ce mois de juillet, il s'agit du coup de La légende des quatre, donc le tome 4 qui est Le clan des aigles de Cassandra O'Donnell, donc publié chez Flammarion Jeunesse, même si là c'est l'édition France Loisirs. Ici donc on suit les 4 héritiers des 4 clans yokai qui sont des espèces mi-hommes mi-animaux. Selon les clans, pas le même animal du coup. Et donc ces 4 héritiers qui sont censés pas se faire la guerre mais pas trop se calculer vont devenir amis tout simplement et donc vont foutre le bordel dans le fonctionnement de toute leur petite vie. Et donc on va suivre leurs aventures et comment ils vont régler ce problème qu'ils ont créé finalement. Donc il s'agit du dernier tome de la saga que j'ai donc terminé. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa comme fin. Il y a vraiment une vague d'espoir qui est redonnée. Après ça reste une fin qui était prévisible. Du début on se doute que ça finira comme ça. Mais j'aurais été très déçue que ça ne finisse pas comme ça. Donc ça me dérange pas. Depuis le début, on est sur des personnages qui sont ultra attachants. On les voit que 4 tomes, sachant que ce sont des tomes ultra courts. Malgré tout, on s'attache aux 4 héritiers, même si on a forcément une préférence pour l'un ou pour l'autre et que ça va varier selon nos tomes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'attache à tous et qu'on les voit vraiment évoluer, que ce soit l'un ou l'autre en fait, vraiment.
pour le coup ils vont tous évoluer et on va tous le voir et du coup bah c'est hyper cool de voir qu'il n'y a pas de personnage qui est laissé à l'abandon, on va dire ça comme ça. J'ai trouvé que c'était une super bonne saga jeunesse, donc à partir de 12-13 ans je dirais. Et c'est vraiment ultra sympa. Il y a vraiment un côté fantasy, mais il y a aussi le côté famille, le côté amitié qui est très présent. Et voilà, c'était une très bonne découverte. C'est pas une de mes meilleures sagas, mais ça reste une très bonne découverte. Et si vous aimez le fantasy jeunesse, bah foncez, je pense que ça fait partie des classiques à découvrir. Et voilà, c'est tout pour ce point lecture pour le mois de juillet, qui est quand même assez conséquent puisque sur ces 10 lectures j'ai lu 6 romans, donc ce qui est quand même pas mal pour un seul mois. Ce qui est sûr c'est que le fait de participer à des challenges collaboratifs ça joue énormément sur ma motivation et mon envie de lire, donc bah c'est cool parce que du coup je dévore mes livres et je fais baisser ma palle. Dites-moi en commentaire quel est vous le bilan de votre mois de juillet, quel livre vous avez lu et lequel vous avez préféré. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.